Bonsoir Laurent, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors, ce soir, c'est un sujet qui nous intéresse tous dans notre quotidien et qui vous intéresse aussi dans votre profession. Vous savez qu'il y a quelques années, encore, c'est pas si loin, on avait tous dans notre boîte à gants en voiture la fameuse carte que l'on dépliait pour faire notre itinéraire. Et d'ailleurs, on avait un mal fou à la replier, avec souvent de belles scènes de ménage à la clé. Aujourd'hui, c'est un peu terminé, parce qu'on est passé à ça, au smartphone, avec les applis qui sont dans nos smartphones et qui nous aident, alors non plus d'aller d'un point A à un point B, mais ce qu'on appelle le MaaS, alors traduisez Mobility as a Service, ou en bon français, la promesse de faire des trajets en optimisant, si vous voulez, plusieurs supports, que ce soit le vélo, le train, la trottinette, la voiture, le métro, et ces applications sont en train de connaître un boom assez incroyable, et on va en parler ce soir avec nos deux invités. Florence Level, vous êtes la directrice générale de Mappy. Bonsoir Florence, vous êtes en visio avec nous. Et puis Michael Bramy, vous êtes le directeur régional Europe, Moyen-Orient, Afrique de Moovit. Vous allez nous dire en quoi Moovit est important dans la mobilité. Mais d'abord, Florence, je me tourne vers vous pour parler de Mappy. C'est vrai que Mappy, pour tous les Français, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est pas né, si je puis dire, la dernière pluie. Mappy, ça date même, si je crois me souvenir, du 3615 où c'était à l'époque E.T. Donc c'était déjà, en quelque sorte, le précurseur en France des itinéraires. Absolument. 3615 code E.T., c'était un service qui a été créé en collaboration entre France Télécom et la sécurité routière, et qui a été porté dès 1997 sur un site internet, donc qui est devenu rapidement le site Mappy, et qui a été aussi un des premiers acteurs à avoir une cartographie en ligne. Donc oui, vous avez tout à fait raison, c'est un des pionniers du digital en France. Pour reboucler par rapport à ce que vous disiez sur ce type de service, Mappy a commencé comme un service spécialisé, puisque dans l'ADN de Mappy, il y a, comme vous le disiez, ces itinéraires routiers imprimés avant tout déplacement. Et donc, ça a commencé par ces itinéraires routiers, mais assez rapidement, dès les années 2010, Mappy a élargi, je dirais, le spectre de ses fonctionnalités en intégrant de nouveaux modes de transport pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un comparateur de plus de 13 modes de transport, tout type, c'est du covoiturage, du train, de la longue distance, de la courte distance, partout en France et sur tout type de distance. Et donc on est devenu, comme ce que vous évoquiez, un de ces services multimodaux, un de ces comparateurs multimodaux, puisque depuis 2016, en fait, notre ambition, c'est de pouvoir permettre à nos usagers de tester pour tout type de trajet toutes les alternatives qui s'offrent à eux en termes de mode de transport, et de les évaluer selon 3 critères que sont le temps, la durée du trajet, le coût également, et son empreinte carbone. Et aujourd'hui, nous avons plus de 12 millions de visiteurs uniques sur nos services tous les mois. Michael Bramy, alors vous représentez Moovit. Peut-être qu'on connaît un peu moins Moovit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique de Moovit et en quoi Moovit aujourd'hui, ce que représente Moovit? Je crois que c'est l'un des plus importants dans le monde pour la mobilité. Voilà, c'est ça. Donc bonsoir à tous. D'abord, effectivement, une petite présentation de Moovit qui est finalement parmi les dernières arrivées, puisque Moovit existe aujourd'hui depuis 9 ans. On a une couverture aujourd'hui qui est globale, effectivement, puisque on couvre 113 pays, plus de 190 000 villes à travers le monde. Je crois que le dernier pays qu'on couvre, c'est l'Ouzbékistan. Presque 1 milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, et donc effectivement depuis le départ, le positionnement de Moovit, c'est la mobilité. Alors on va appeler ça aujourd'hui la multimodalité. Donc ça veut dire finalement qu'on va utiliser tous les modes de mobilité qui sont autour d'un utilisateur sans jamais les confronter, proposer finalement le parcours le plus pertinent, quel que soit le profil de l'utilisateur, effectivement, en considérant les différents éléments qui peuvent constituer un profil. Est-ce que l'utilisateur veut également réserver des modes de mobilité? Est-ce qu'il veut les payer? Est-ce qu'il veut de la billettique? Est-ce qu'il y a des besoins d'accessibilité? Donc avec un certain nombre de filtres qui peuvent être appliqués dans le cadre des recherches. Et avec
tous les éléments qui vont aujourd'hui constituer la mobilité de manière très générale à travers le monde. Alors c'est un mot, je dirais un petit peu éculé, mais il faut rentrer dans le détail. Tout ce qui est transport public, transport privé, la micromobilité avec les trottinettes, les scooters, ma propre trottinette, le VTC, le vélo, les bateaux, là où c'est disponible, en montagne, les éléments qui permettent de se déplacer en montagne dès lors qu'il y a de l'information théorique et finalement d'être capable de proposer à travers un calculateur d'itinéraire. Donc nous, on a finalement, je dirais, l'itinéraire un petit peu inverse de celui de Mappy, puisqu'on a commencé par tout ce qui est mobilité. Aujourd'hui, on intègre plus de 7500 différents opérateurs à travers le monde pour arriver progressivement à intégrer la voiture, le véhicule personnel, puisque quand on parle de mobilité, et encore plus après l'année qu'on vient de passer, on ne peut pas continuer à ignorer les utilisateurs de véhicules personnels. Voilà, alors c'est vrai que nos clients, quand on propose depuis 3 ans maintenant de la marque blanche avec une solution technologique qu'on va apporter aux collectivités, aux métropoles, aux opérateurs, malgré tout, je dirais qu'il y avait un avant Covid où il était certainement pas question d'intégrer tout ce qui est véhicule personnel, guidage avec des acteurs comme Waze, comme TomTom ou comme d'autres, la gestion des parkings, et qu'aujourd'hui tout le monde se concentre là-dessus parce que effectivement ça a du sens aujourd'hui d'essayer de mettre en place ce report modal depuis le véhicule personnel vers les transports publics, tout en conservant ce focus qu'on a autour du transport public collectif, je dirais de manière générale. Florence, Mappy a été racheté récemment par la RATP. Qu'est-ce que ça change concrètement? Et en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que ça peut changer pour moi aujourd'hui? Et comme le disait Michael, c'est vrai que ce qu'on vit dans la mobilité depuis quelques années, c'est qu'en fait, on avait jusque récemment, on avait une espèce de silo avec deux mondes qui s'ignoraient un petit peu. D'un côté, le monde de la voiture, de l'autre côté, le monde des transports publics. Et ce que la mobilité de demain demande, c'est justement une interaction et une meilleure combinaison de l'ensemble de ces modes de transport. On sait très bien que ce ne sera pas du 100% voiture, on sait très bien que ce ne sera pas non plus, sauf dans quelques territoires très denses et très bien couverts par de multiples modes de transport, ce ne sera pas non plus que il n'y aura pas de zéro voiture, et donc on a vraiment besoin de véritablement maîtriser une mobilité combinée, une mobilité intermodale, comme on le disait tout à l'heure. Et donc de maîtriser aussi l'ensemble de ces modes de transport. Vous avez vu ce qu'évoquait Michael. C'est à la fois une maîtrise des algorithmes et des données temps réel à la fois sur le trafic routier, sur le trafic de transport en commun. C'est l'intégration de tout un écosystème de partenaires. Alors nous en France, on en intègre plus d'une vingtaine sur l'ensemble du territoire pour justement être en capacité de proposer justement des itinéraires combinés. Alors soit pour les périurbains, on imagine plutôt des itinéraires voitures laissant le véhicule en périphérie et ensuite évoluant vers un autre mode de transport, que ce soit les transports publics ou des modes doux de type vélo partagé ou trottinette, ou simplement en centre-ville, pareil, une logique plutôt adossée au transport public et ensuite évoluant vers d'autres modes, le piéton, le vélo, etc. Mais donc on est vraiment dans cette combinaison des différentes mobilités, à la fois donc sur la partie itinéraire, pour pouvoir informer les utilisateurs de toutes les options qui s'offrent à eux. Je vous donne un exemple. En 2019, à Paris, je crois qu'il y avait plus de 50 opérateurs de transport. Autrement dit, vous n'avez pas 50 applications dans votre téléphone. C'est impossible de savoir quelles sont les options qui s'offrent autour de vous. Et donc, vous avez besoin d'un agrégateur, d'un concentrateur qui vous donne accès à cette information. Vous la classe, vous la personnalise en fonction, comme le disait Michael tout à l'heure, soit de critères personnels, soit parce que en fonction de préférence, je suis plutôt dans une logique de temps le plus court possible, soit d'empreinte carbone la plus basse possible, et donc permettre à ces utilisateurs de s'y retrouver, mais maintenant, et c'est tout l'objet du MaaS, de la Mobility as a Service, c'est effectivement d'avoir une expérience centralisée dans une seule application où non seulement j'ai ces informations d'itinéraire, mais j'ai aussi la possibilité de réserver mon taxi, de débloquer ma trottinette, de prendre mon vélo libre-service ou d'acheter mon billet de transport en commun, tout ça dans cette même application sans en sortir, et même d'être guidé dans une solution de guidage, de navigation, un GPS. Le GPS Mappy historiquement était un GPS routier, aujourd'hui ça va être un GPS intermodal,
Et pour ça, la RATP effectivement a fait l'acquisition de MAPI depuis le 1er novembre, de façon à justement être en capacité de mieux intégrer toutes ces expertises et tout ce travail qu'a fait MAPI sur l'univers routier, sur cet écosystème de partenaires, sur la cartographie aussi, puisque la carte en fait permet de représenter de façon alternative tout ce qui se passe et ce que j'ai autour de moi, et tout le savoir-faire de la RATP sur les transports publics et sur les collaborations avec les collectivités locales et en France et ailleurs à l'étranger. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est intéressant de voir que Moovit et nous, en étant partis, je dirais, des deux côtés du spectre, en fait, on se retrouve demain sur des services qui sont sur une promesse utilisateur assez proche. Mickaël, alors Florence est très bavarde et comme je suis à distance, je ne peux pas la couper. Mais c'est très intéressant. Mickaël, juste ça c'était la petite pointe d'humour. Mickaël, est-ce que c'est en temps réel et qu'est-ce qui nous garantit finalement que c'est bien fiable pour moi l'utilisateur? Parce qu'on voit à quel point c'est complexe, ne serait-ce qu'un seul mode de transport, si je prends la SNCF par exemple, pour avoir les horaires, etc. Qu'est-ce qui me garantit que ce que vous allez me donner comme information est bien du temps réel et vraiment fiable? Alors d'abord, votre question, c'est le nerf de la guerre. C'est finalement, nous tous, si on sort un petit peu de notre rôle aujourd'hui d'intervenants, d'intervieweurs, de participants, on est tous des utilisateurs de la mobilité. Et finalement, ce qui va faire qu'on va continuer à utiliser une application ou pas, ou une utilisation plutôt qu'une autre, c'est 3 critères. Le premier, c'est la quantité de données qu'on va avoir dans l'application. Le deuxième, c'est la qualité de la donnée qu'on va avoir. Et le troisième, c'est la fraîcheur. C'est finalement la pertinence de la donnée. Et finalement, si je lance une recherche et qu'autour de moi, on m'indique que j'ai 4 trottinettes alors que je me rends compte par moi-même que j'en ai 12, je vais vite me rendre compte que c'est une application qu'il va falloir que je désinstalle pour passer sur une autre. Donc il y a effectivement le point de la qualité de la donnée. Et Moovit, depuis le départ, travaille sur ses propres algorithmes pour qualifier la donnée qu'on va aller dans un premier temps, récupérer auprès des différents opérateurs, parce que historiquement, c'est comme ça qu'on a construit notre application, en construisant des partenariats avec les autorités ou avec les opérateurs, et puis depuis quelques années, en allant la récupérer. Alors, je vais me concentrer sur la France, parce que je ne vais pas aller parler de ce qui se passe dans les autres pays, sachant que la problématique est différente dans tous les pays. Mais en tout cas, en France, on a la chance d'avoir des plateformes d'open service et d'open data sur lesquelles on peut aller chercher la donnée et continuer à travailler en parallèle avec les opérateurs ou les autorités pour nous, de notre côté, prendre cette donnée-là, vérifier sa qualité et sa pertinence, et ensuite repartager avec les différents opérateurs avec lesquels on travaille. Un mot peut-être qui permet d'expliquer comment est-ce que Moovit qualifie la donnée, et ça c'est la deuxième casquette de Moovit. On a sur l'application certains éléments qui permettent de collecter des points de données GPS qui nous permettent de qualifier la donnée une fois que les utilisateurs vont télécharger l'application. Alors, comment ça se passe? C'est de la donnée qui est, dans un premier temps, qui est complètement anonymisée. Ce qui va nous intéresser, ça va être les flux, et ça va pas être de savoir si Mickaël ou si Florence sont sortis de chez eux à 8 heures et sont allés au café avant d'aller au travail, mais plutôt de savoir quelles sont les origines, destinations les plus utilisées, quelles sont les distances de marche, les temps d'attente, quelles sont les zones blanches dans lesquelles on n'a pas d'offre de transport, etc., etc. Il y a plus de 200 indicateurs qu'on est capable de donner, et ces indicateurs-là, confrontés à la donnée théorique ou à la donnée temps réel qui nous est fournie par les opérateurs ou par les autorités, nous permet de faire un certain nombre de corrections. Nous permet de voir, par exemple, en comparant les points d'attente des lignes de bus, si effectivement, selon la donnée qu'on va collecter des utilisateurs, eh bien, l'indication qui est faite par l'autorité ou l'opérateur est correcte. Si les utilisateurs attendent le bus à l'endroit qui est indiqué sur le calcul d'itinéraire ou s'il est à 50 mètres. Et dans ces cas-là, si effectivement il y a un décalage, on recrée de la donnée, on la partage avec l'opérateur, mais en tout cas de notre côté, c'est cette donnée-là qui va être proposée aux utilisateurs. Voilà, donc on a un certain nombre de mécanismes, d'algorithmes. J'ai pas envie d'être trop technique, mais en tout cas comprenez que derrière il y a un travail qui est fait, un travail fondamental, mais aussi un travail en temps réel pour pouvoir requalifier cette donnée-là. Et puis le dernier point, effectivement, on parlait tout à l'heure des perturbations. On a différents outils, différents mécanismes qui permettent, pareil, en temps réel, de corriger la donnée de manière manuelle quand on entend qu'il y a des perturbations, un incident voyageur, une ligne qui est fermée, des manifestations à Paris, eh bien ou alors des choses prévues à l'avance, des horaires de vacances qui sont proposés par l'opérateur. Et donc, dans ces cas-là, il faut tout de suite les modifier. Eh bien, on a des outils en back-office qui permettent effectivement d'informer l'utilisateur de ces
je dirais, de ces perturbations, de ces modifications, et de les mettre immédiatement en application dans le calcul d'itinéraire. Donc c'est vraiment ces éléments-là, la donnée, je sais que c'est un mot qui est un petit peu utilisé dans tous les sens, la donnée utilisateur, la donnée l'opérateur, celle qu'on collecte, la donnée personnelle, etc. En tout cas, la donnée qui va servir à créer un calcul d'itinéraire, elle est en permanence qualifiée et validée. Florence, est-ce qu'il y a des zones blanches, est-ce qu'il y a des endroits où finalement ça ne fonctionne pas? Parce qu'on peut comprendre qu'en dans les grandes villes, ça soit relativement facile parce qu'il y a plein de données, mais si je dois me déplacer dans une zone Corrèze, en Lozère, est-ce que ça va fonctionner? Et est-ce que j'aurai autant de données? Est-ce que j'aurai les horaires de train, la possibilité de prendre ma voiture et de combiner différents types de transports? Est-ce que ça sera aussi fiable finalement? Est-ce que ça est aussi fiable finalement? La fiabilité, alors c'est tout l'enjeu de la loi d'orientation des mobilités qui a été votée l'année dernière et là qui doit tomber, dont les décrets d'application doivent être publiés prochainement. C'est effectivement tout l'enjeu que de demander aux régions, enfin aux autorités organisatrices de mobilité, de couvrir l'ensemble du territoire pour éviter les zones blanches. Donc ça va être un travail qui va être, je dirais, progressif. La donnée, elle est relativement, je dirais, elle est assez qualitative aujourd'hui. On a quand même de grands opérateurs. La France est quand même un pays où il y a, on a les 3 ou 4 plus gros opérateurs de transport public. Donc la donnée SNCF, elle est de grande qualité. La donnée des transports publics, elle est de grande qualité. Je dirais la donnée routière, plusieurs opérateurs aussi qui sont en capacité de la donner. Je dirais que la zone blanche, elle concerne plutôt des offres que véritablement une problématique de données stricto sensu. Alors, elle est plus entendu tout à fait, et je souscris complètement à ce que disait Michael, elle est bien entendu complètement perfectible, et il est absolument indispensable d'avoir une information très qualitative et très précise en temps réel, parce que dès que vous allez commencer à combiner différents modes de transport, si vous proposez un itinéraire de 30 minutes, mais que vous perdez 20 minutes au milieu, vous avez perdu l'histoire et vous avez perdu l'utilisateur pour un bon moment. Donc cette information-là, elle doit être extrêmement précise et donc je souscris complètement à ce que disait Michael. Par contre, l'enjeu aujourd'hui, il est presque plus dans ce que vous évoquez sur ces zones blanches, sur des offres. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des territoires dans lesquels la voiture reste indispensable parce qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture, ou alors seulement dans des zones plutôt denses, et c'est ça que petit à petit on va essayer de construire. Donc, mais pour l'instant, je dirais qu'on est dans un pays où grosso modo la donnée est quand même très qualitative. Je peux donner un chiffre juste pour compléter ce que disait Florence. On constate en fait avec le recul aujourd'hui, en fonction des pays et en fonction des opérateurs, qu'on a une différence de 10 à 30% de qualité de données entre ce qui finalement va être mis en production et ce qu'on va récupérer, nous, de la part de la donnée publique ou de la donnée autorité ou opérateur. Entre 10 et 30% de données qui peuvent être corrigées, qui peuvent être complétées ou qui sont tout juste périmées. Alors, ça ne va pas être la même chose dans tous les pays. D'ailleurs, les habitudes de voyage dans tous les pays ne sont pas les mêmes. Si on prend par exemple les pays du Sud ou les pays méditerranéens, on va plutôt avoir des véhicules de transport, des bus, des trains, des métros qui ne vont pas être en retard, qui vont plutôt être en avance. Donc, du coup, vous allez louper votre connexion parce que le bus, il est où? Il est déjà passé. Ou alors il passe puis il s'arrête pas. Il a juste oublié l'arrêt ou il n'a pas envie de s'arrêter. C'est des comportements qui sont typiquement méditerranéens, j'ai envie de dire, où on constate ça en Europe du Sud ou alors dans les pays du Proche-Orient. Mais effectivement, ça permet aussi, lorsqu'on prend un algorithme de temps réel ou de calcul d'itinéraire et qu'on le met en place dans certains pays, on ne le met pas en place de la même manière en fonction des habitudes de transport ou des habitudes ou des coutumes ou de la culture. On va plutôt avoir tendance à réajuster le bus pour que l'utilisateur arrive 1-2 minutes en avance à l'arrêt, alors que dans les pays comme la France, on va plutôt avoir tendance à réajuster pour que l'utilisateur arrive finalement à l'heure, voire un petit peu plus tôt que l'heure qui était prévue sur le calcul d'itinéraire. Vous savez, est-ce que vous avez fait des calculs sur le temps qu'on peut gagner On vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Est-ce que vous avez fait un calcul sur le temps qu'on peut gagner sur un trajet en passant par vos applications ou finalement, est-ce que le fait de changer comme ça de mode de transport, ça complique pas la donne? Parce qu'effectivement, il faut attendre son bus, laisser sa voiture. Est-ce qu'on y gagne en temps finalement? C'est une question peut-être naïve, mais qu'on se pose parce qu'on se dit, est-ce qu'en passant par cette application, ça ne va pas me poser plus de problèmes et ça va être plus compliqué que finalement faire mon trajet directement en voiture?
Alors déjà, quand on parle de trajet en voiture, souvent, le trajet en voiture ne prend pas en compte la fin, je dirais, de l'itinéraire, qui est qu'est-ce que je fais de ma voiture une fois que je suis arrivé à destination. Souvent, on se contente de faire un trajet d'un point A à un point B, et ce point B, s'il se trouve en centre-ville, soit vous rentrez chez vous, et dans ce cas, il n'y a pas de problème, mais si vous devez vous garer, soit en stationnement, en voirie, soit dans un parking, cette information, elle va être très largement sous-évaluée, on va dire. Donc la première chose, c'est déjà de prendre en compte l'ensemble du trajet, et pas juste l'itinéraire et l'algorithme du point A au point B, de façon à avoir une information qui soit la plus juste possible. Par rapport à votre question, ça va dépendre, et c'est là que je dirais que le digital et le physique doivent se croiser. C'est qu'il n'y a pas de réponse absolue à votre question, parce que la réponse sera très très différente selon où vous vous trouvez. Si vous êtes en grande périphérie, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de prendre votre voiture pendant une longue distance avant de trouver un point de rabattement qui vous permettra d'avoir un itinéraire qui soit intéressant et qui soit dans des logiques assez proches de ce que vous êtes prêt à accepter. Et si je peux vous donner une réponse, c'est que dans les études, a priori, on relève que si le temps de trajet est de 20% supérieur à ce que vous pourriez faire, par exemple en voiture, il est probable que les utilisateurs n'y adhèrent pas. Vous prenez en compte, par exemple, les places de parking, si je sais s'il y a une place de parking qui est libre, ou une place en extérieur, ou une place dans un parking couvert, par exemple? Alors, ça fait partie de nous, on va lancer cette fonctionnalité très prochainement, à la fois dans la dimension temps de trajet et à la fois aussi dans son coût. Parce que, effectivement, la voiture peut paraître extrêmement peu onéreuse, on va dire, sur un calcul d'itinéraire donné. Par contre, si vous devez avoir 2 heures de parking en ouvrage, en centre-ville à Paris, ça va changer radicalement le prix. Et l'arbitrage entre un ticket de métro et un stationnement sera radicalement différent. Donc oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision la plus complète possible et la plus juste possible, tant sur le temps que sur le coût. Mickaël, comment vous rémunérez, tout simplement? Alors, Moovit, jusqu'à présent, était une société qui avait différents actionnaires, enfin jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, exactement en mars 2020, était une société qui avait différents actionnaires, on fonctionnait avec des tours de table. Et puis le miracle du confinement, j'ai envie de dire de manière un petit peu ironique, a fait que il y a eu un rachat par le groupe Intel qui a été fait l'année dernière exactement à la même époque. Je crois que c'est un rachat qui peut rentrer dans le livre des records, puisque sans jamais rencontrer personne, exactement comme ça, par Zoom ou par Teams, les différents dirigeants se sont rencontrés et puis se sont virtuellement tapés dans la main. Depuis 3 ans, malgré tout en parallèle, on a un modèle économique qui est basé sur la création de plateformes en marque blanche. Donc on travaille avec certaines collectivités, certaines entreprises également, puisque depuis la LOM, effectivement, il y a le sujet du MAS pour employés qui a été lancé, pour lesquels on fournit des solutions en marque blanche avec un périmètre fonctionnel qui va être le personnel ou personnalisé pour chacune des entreprises. En parallèle de ça, les études de mobilité dont j'ai parlé tout à l'heure sont aussi des choses qu'on vend aux collectivités ou qu'on vend aux opérateurs pour finalement pour leur apporter une visibilité, une vision de la manière dont le transport, de manière générale, est utilisé ou dans la manière dont il est déployé. Et donc ces études-là sont vendues par Moovit, souvent à des cabinets qui eux, vont faire leur propre analyse et leur propre préconisation pour leurs clients. Mais on travaille également directement avec certains opérateurs ou certaines régions. Alors Florence, juste avant de rentrer dans les rooms, parce que le temps file très très vite, et puis après de passer aux questions-réponses, on aura tout le loisir de vous poser toutes les questions. Juste, je voulais savoir si tout ce qui est voiture électrique aujourd'hui, par exemple, ça peut être où c'est intégré dans votre application, le temps de charge, les endroits où on peut trouver par exemple des bornes. Est-ce que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui existe et j'imagine va se développer ? Alors les bornes, oui, la disponibilité des bornes également. On travaille même sur des itinéraires intégrant justement la nécessité pour les longues distances d'intégrer un temps de charge à mi-chemin ou à tiers-chemin. Donc oui, on travaille clairement sur ces sujets-là, puisque dans les enjeux qui nous attendent demain, on l'a évoqué tout à l'heure, l'intermodalité, puisqu'on sait très bien que les centres-villes vont être de plus en plus, on va dire, contraints en termes d'accès pour les voitures techniques, que ce soit avec les zones de faible émission ou d'autres mobilités.
électromobilité, et on sait que l'évolution du parc vers l'électricité est une de ces alternatives pour justement permettre de se déplacer en centre-ville. Donc oui, ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons. Mais tout type de véhicules, que ce soit les voitures, mais aussi les scooters, les vélos, puisque chacun, je veux dire, les électromobilités vont vraiment avoir un droit de cité de plus en plus important dans nos centres-villes. Merci à tous les deux, merci d'avoir été avec nous depuis en visio. Donc je suis tout seul en plateau, mais c'est tout seul ce soir, mais c'était un plaisir d'être avec vous comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Merci.